Elle portait des bottes à embout d'acier pour aller travailler, ramassait les ordures avant le lever du soleil, puis rentrait dans une maison que la ville avait déjà programmée pour démolir. Lui portait des costumes sur mesure, dirigeait une entreprise estimée à 800 millions de dollars, et n'avait pas dormi une nuit complète depuis 5 ans. Zora était réveillée depuis 4 heures, non pas parce qu'un réveil avait sonné. Elle avait cessé d'en mettre après la première semaine. Son corps avait appris le trajet, comme les corps apprennent ce qu'on leur demande de répéter. Il s'était réveillé seul, avait fait passer ses jambes au bord du lit, puis posé ses pieds sur le parquet froid. Elle s'habilla dans l'obscurité, pantalon de travail, chemise à manches longues, chaussettes épaisses. Elle s'assit au bord du lit et noua ses bottes, lourdes, à embout d'acier, encore couvertes de boue de la veille. Et elle le fit sans réfléchir. Un lacet, puis l'autre, comme sa mère lui avait appris à faire les choses difficiles. Une étape à la fois. Pas tout d'un coup, seulement la prochaine étape. Elle avait 18 ans. Avant d'enfiler son gilet, elle alla dans la cuisine et mangea 4 crackers avec du beurre de cacahuète, debout au comptoir. C'était son petit déjeuner. C'était la plupart des matins. Le beurre de cacahuète était presque terminé. Il lui faudrait un autre pot avant jeudi, ce qui signifiait qu'elle devrait gérer l'enveloppe avec prudence cette semaine. L'enveloppe vivait au fond de son sac à bottes. Ce qu'il restait après la facture d'électricité et celle de l'eau, qu'elle continuait de payer sous l'ancien numéro de compte. Celui qu'elle connaissait encore depuis l'enfance. Celui qu'elle avait donné à l'homme fatigué au téléphone lorsqu'elle avait emménagé à nouveau ici, et il avait rétabli le courant sans lui poser une seule question à laquelle elle n'aurait pas pu répondre. Elle avait eu peur qu'il pose des questions. Il ne l'avait pas fait. Elle mangea les 4 crackers. Elle but de l'eau au robinet. Elle enfila son gilet orange et prit ses gants sur le bureau. Ses mains, même protégées, gardaient en fin de journée une odeur qu'aucun lavage ne parvenait complètement à faire disparaître. Quelque chose de métallique, d'organique, de propre à ce travail. Elle s'y était habituée. On s'habituait à presque tout, quand c'était le prix à payer pour rester. Puis elle s'arrêta. Sur le rebord de la fenêtre, le bracelet captait la première lumière grise du matin, comme toujours. De l'or. Et un seul mot gravé en français. Elle ne le portait jamais au travail. Elle le laissait là, où elle pouvait le voir chaque matin en se réveillant et chaque soir en rentrant. Un point de repère, le seul objet qu'elle possédait qui disait « Tu viens de quelque part. Tu as été la fille de quelqu'un. » C'était encore vrai. Elle descendit les escaliers et sortit dans l'obscurité. Son trajet ce matin-là la conduisait à travers le quartier central des affaires. Elle avançait vite, comme on avance quand le corps connaît déjà le travail avant même que l'esprit ne les rejoint. Les bennes derrière les restaurants, les quais de livraison derrière les tours de bureaux. Les immeubles de verre au bord de l'eau commençaient à peine à capter la lumière du jour. Elle en était à son 3e pâté de maison lorsqu'elle s'arrêta. Un bâtiment à l'angle, 14 étages, verre et acier, et au-dessus de l'entrée, en lettres métalliques brossées qu'elle avait déjà croisées 3 fois sur cette tournée sans jamais réussir à simplement passer. Rod Energy Group. Le nom de son père sur la façade d'un immeuble. 800 millions de dollars de tout ce qu'il avait construit pendant qu'elle était absente. Pendant qu'elle était au Canada, mangeant son dîner dans une petite maison à l'extérieur de Toronto, faisant semblant d'être quelqu'un dont le monde ignorait jusqu'à l'existence. Pendant qu'elle apprenait à répondre à un autre prénom. Pendant qu'elle restait assise au chevet de sa mère pendant les 3 derniers mois, regardant une femme devenir plus petite et plus silencieuse jusqu'au matin, où elle n'avait pas rouvert les yeux. Elle était revenue dans cette ville sans rien. Pas d'argent, pas de plan, pas de papier. Elle était revenue parce que lorsque sa mère était morte, debout dans cette petite maison, elle s'était demandé « Où va-t-on quand la dernière personne qui savait qu'on était encore en vie a disparu ?» La réponse n'était pas compliquée. C'était simplement une rue. Une maison blanche dans une rue de la ville, avec une balançoire sur le porche et un grincement à la 3e marche. Elle resta sur le trottoir et leva les yeux vers son nom. Sans vraiment le décider, sa main se porta à la poche avant de son gilet, là où le bracelet n'était pas, parce qu'elle ne l'emportait jamais au travail, parce qu'il restait sur le rebord de la fenêtre. Sa main revint vide. Elle resta là 8 secondes. Elle pensa aux 14 étages, au verre, aux lettres métalliques, à l'homme quelque part à l'intérieur de ce bâtiment qui s'était tenu devant une tombe portant son nom sans savoir qu'il plairait quelqu'un de toujours vivant. Elle ne fit pas un pas vers l'immeuble. Elle prit le sac suivant et continua d'avancer. Ce mardi particulier d'octobre, Harvey était assis à l'arrière de sa voiture, traversant la ville pour une raison qu'il se répétait être purement pratique. Son chef de projet, un homme nommé Dahl, avait laissé 3 messages au sujet de la propriété d'Ottabon Street. L'entreprise de démolition attendait la confirmation finale avant d'envoyer l'équipe. Les acheteurs du projet commercial commençaient à s'impatienter. Tout était prêt.
Il n'avait plus qu'à visiter une dernière fois la maison, signer l'autorisation, et laisser 5 ans de porte fermée devenir une station-service. C'était une bonne affaire. Une décision intelligente. C'était ce qu'il se répétait depuis 3 semaines, depuis qu'il avait signé les premiers documents de démolition. Lette était d'accord avec lui. Elle l'avait même encouragé, dans cette manière calme et mesurée qui était la sienne. Elle avait dit qu'il était temps. Que s'accrocher au passé n'était pas sain. Que transformer cette propriété en quelque chose de productif était exactement le genre de vision tournée vers l'avenir qui avait fait son succès. Elle avait dit tout cela un soir à dîner pendant que Gordon mangeait à côté d'elle. Et Carvey avait hoché la tête en pensant « Oui, tu as raison ». Puis il avait appelé Dal le lendemain matin. Il regardait par la fenêtre tandis que la ville changeait autour de lui. Le quartier d'affaires céda la place au Garden District, puis à des quartiers plus anciens, où les maisons étaient plus petites et où les chênes étendaient leurs branches au-dessus des rues comme s'ils en étaient les propriétaires. Une femme balayait son porche. 2 garçons se disputaient à un vélo sur le trottoir. Un homme portait des sacs de course en plastique qui lui coupaient les doigts. La vie suivait son cours ordinaire, indifférente à ce que chacun pouvait porter à l'intérieur de soi. Jones, son chauffeur, ne disait rien. Il travaillait pour Carvey depuis 4 ans, et il excellait dans le silence. Ils tournèrent dans Ottabon Street. Carvey sentit ses mains devenir froides avant que son esprit ne comprenne pourquoi. Il connaissait cette rue. Il connaissait la manière dont les maisons étaient légèrement en retrait du trottoir ici. La façon dont les arbres formaient une voûte au-dessus. La façon dont la lumière de l'après-midi traversait tout cela, en longues bandes dorées. Il avait traversé ce quartier 1000 fois, lorsque Zora était petite. Il connaissait chaque pâté de maison. Il n'était simplement pas revenu ici depuis 5 ans, parce que la version de lui-même capable de supporter cela n'avait pas existé depuis 5 ans. La voiture ralentit. La voilà. Il ne s'était pas suffisamment préparé à ce que cela lui ferait. La revoir. La maison était blanche, ou l'avait été. La peinture était devenue un gris fatigué sur les bords, là où les années avaient laissé leurs traces. Le jardin le long de la clôture avant avait poussé à l'état sauvage. Comme poussent les choses quand plus personne ne s'en occupe. Rempli du chaos obstiné des plantes qui n'obéissent à personne. La balançoire du porche était toujours là, une chaîne légèrement plus basse que l'autre, comme elle l'avait toujours été. Il avait toujours voulu réparer cela. Il avait toujours voulu réparer beaucoup de choses. Jones gara la voiture. Carvey resta assis. Il prit conscience qu'il était incapable de bouger. Ce n'était pas une sensation à laquelle il était habitué. Il était un homme qui prenait des décisions en quelques secondes et agissait sans hésiter. Il ne restait pas assis au fond d'une voiture, incapable de bouger. Et pourtant, c'était exactement ce qu'il faisait. Un souvenir précis arriva sans demander la permission. Zora, à 11 ans, assise sur cette balançoire un samedi après-midi, un livre ouvert sur les genoux. Ses pieds n'atteignaient presque pas le sol. La mèche blanche dans ses cheveux brillait sous le soleil. Elle fredonnait quelque chose qu'il n'avait jamais réussi à identifier. Il l'avait observée depuis l'allée pendant presque une minute entière avant qu'elle ne l'entende, lève les yeux et lui sourit. Ce n'était pas un souvenir spectaculaire. Pas le genre de souvenir qu'on raconte. Mais c'était celui qui vivait le plus près de la surface. Celui qui l'accompagnait chaque matin depuis 5 ans lorsqu'il ouvrait les yeux et se rappelait ce qui avait disparu. Il sortit de la voiture. L'air sentait octobre à la Nouvelle-Orléans, ce qui est quelque chose de très particulier. Encore chaud, mais avec la première promesse d'un peu de fraîcheur dessous. La ville expirait enfin après le long été brutal. Il resta un moment sur le trottoir à regarder la maison. Puis il s'avança. Le portail s'ouvrit avec le même grincement qu'autrefois. Il s'arrêta. Les mauvaises herbes sur le chemin avaient été aplaties. Pas envahies dans l'immobilité intacte du reste du jardin. Aplaties régulièrement, en une ligne étroite allant du portail jusqu'aux marches du porche, comme si quelqu'un empruntait souvent ce chemin ces derniers temps. Il fronça les sourcils. Probablement des enfants qui traversaient le jardin. Probablement rien. Il se le dit, y crut à moitié, puis continua jusqu'à la porte d'entrée. La clé était dans la poche intérieure de sa veste. Il ne l'avait pas portée sur son trousseau depuis 5 ans. Il la gardait à part, dans une petite enveloppe dans le tiroir de son bureau. Il l'avait prise ce matin et glissée dans sa poche, en se disant que c'était simplement par précaution. Il était juste pratique. La serrure tourna. La porte s'ouvrit. Il tendit la main vers l'interrupteur, par pur réflexe. Il avait coupé l'électricité, il y a des années. Pourtant sa main alla naturellement vers l'interrupteur. Il l'actionna. La lumière s'alluma. Carvey se figea. L'électricité n'était pas censée fonctionner. Il regarda l'interrupteur. Puis le plafonnier. La lumière était allumée. Quelqu'un avait rétabli le courant dans cette maison.
Il resta sur le seuil et observa le salon. Tout était comme il l'avait laissé 5 ans plus tôt. Les meubles, les bibliothèques, les photographies encadrées sur les murs. Mais quelque chose s'était superposé à cette immobilité. Cette qualité particulière de l'air dans un lieu qui est habité. Une couverture sur le fauteuil, qui n'était pas là auparavant, usée et douce, soigneusement pliée. Une paire de chaussures de course près de la porte, petite, pointure femme, avec de la boue rouge encore légèrement humide sur les semelles. Il entra lentement. Dans la cuisine, 2 assiettes séchaient près de l'évier. Une assiette. Un verre. Sur le comptoir près de la fenêtre, 3 choses alignées avec soin. Une boîte de crackers, un pot de beurre de cacahuète, une petite tasse contenant 2 cuillères. Il resta longtemps à regarder ces 2 cuillères, sans comprendre complètement pourquoi elles l'affectaient autant. Il avança dans le couloir. Au pied de l'escalier, une paire de bottes de travail lourdes, renforcées à l'avant. Elles étaient usées, couvertes de boue, et petites. Beaucoup trop petites pour un homme. La bonne taille pour une jeune femme. À côté, soigneusement plié, un gilet orange réfléchissant, le genre porté par les équipes de nettoyage urbain. Il comprit alors qu'il ne s'agissait pas d'enfants traversant son jardin. Quelqu'un vivait ici. Il resta au bas de l'escalier et leva les yeux. La maison était silencieuse. La personne qui vivait ici n'était pas là pour le moment. Il pensa à appeler. Puis ne le fit pas point et elle pensa à partir, mais n'en fut pas capable. Une force qui ne parvenait pas à nommer l'attirait vers cet escalier, et il avait cessé de lutter contre les forces qu'il ne comprenait pas quelque part vers la 3e année de son deuil, lorsqu'il n'avait plus eu l'énergie de résister. Il monta les marches, atteignit le palier, traversa le couloir. 3 portes. La première, la petite chambre au bout du couloir, était ouverte. Il pouvait voir d'où il se tenait qu'elle était vide, intacte. La deuxième, la salle de bain, entr'ouverte, rien d'inhabituel. La troisième, la chambre de Zora. Depuis 5 ans, il n'avait pas été capable de penser directement à cette porte. Il s'en était approché en pensée 1000 fois, et chaque fois il avait reculé, parce que ce qu'il imaginait de l'autre côté était trop lourd. Trop de matins, trop de batailles autour des devoirs, trop de conversations de bonne nuit, trop de ces instants ordinaires de la paternité qu'il n'avait compris être les plus précieux de sa vie qu'une fois qu'ils avaient disparu. La porte n'était pas complètement fermée. Un mince filet de lumière passait par l'ouverture. Il la poussa. La pièce n'était pas vide. Quelqu'un y vivait. Le lit était fait, non pas à la va-vite, mais avec une précision volontaire. La couverture était lisse, parfaitement tendue dans les coins. Sur le petit bureau se trouvait un carnet fermé et un stylo. Une veste était suspendue au dossier de la chaise, bleu foncé, usée au coude. Sur le mur près de la fenêtre, 3 photographies avaient été punaisées, petites, imprimées sur du papier ordinaire. Il s'approcha. La première représentait une femme qu'il reconnut immédiatement, malgré les années, malgré l'âge. Célestine. Elle se tenait devant une maison qu'il ne connaissait pas, quelque part qui semblait être en hiver, la neige au sol, et elle souriait à la personne derrière l'appareil photo. Elle paraissait plus âgée qu'il ne s'en souvenait, plus calme, mais elle souriait. La deuxième photographie montrait une vieille femme qu'il ne connaissait pas. Peau sombre, cheveux blancs, petite, droite avec cette dignité propre à ceux qui ont passé leur vie à se tenir debout malgré tout. Elle était assise sur un porche, quelque part, regardant l'objectif avec une expression qu'il ne savait pas entièrement lire, mais dans laquelle il y avait quelque chose qui ressemblait à la paix. La troisième photographie ne montrait personne. C'était une photo de cette maison. Cette maison exacte, prise depuis l'allée de devant, avec la balançoire du porche visible, le jardin envahi par les mauvaises herbes, la peinture fatiguée. Quelqu'un s'était tenu sur le trottoir et avait pris cette photo avant de l'accrocher ici, comme un point de repère, comme une destination. Il détourna les yeux des photographies. Sur le rebord de la fenêtre, baigné dans la lumière d'octobre, se trouvait un bracelet. Carver n'avait pas pleuré depuis 5 ans. Il avait décidé, quelque part durant la première année après les funérailles, qu'il en avait fini avec les larmes, non par force, mais par nécessité. Il avait une entreprise à diriger. Des personnes dont la vie dépendait de lui. Une femme, un fils, une existence qui exigeait qu'il soit présent, fonctionnel, tourné vers l'avenir. Alors il avait rangé ses larmes comme on range les choses qu'on ne peut pas se permettre de garder à portée de main. Mais cette fois, il n'y parvenait plus. Il attrapa le dossier de la chaise. Ses jambes avaient pris une décision unilatérale concernant leur capacité à le soutenir, et il avait besoin de quelque chose à tenir. Le bracelet était fin, en or, avec une petite plaque gravée sur le dessus. Un seul mot en français y était inscrit. Le mot de la famille Thorne.
Un mot transmis de sa grand-mère à sa mère, puis à lui, et de lui à une seule personne au monde. Il l'avait attaché autour d'un tout petit poignet, dans une chambre d'hôpital, un matin dont il se souvenait avec une clarté qu'aucune douleur n'avait pu effacer. Il tenait encore le dossier de la chaise lorsqu'il entendit la porte d'entrée s'ouvrir en bas. Il ne bougea pas. Des pas sur le parquet. Le bruit de quelqu'un traversant la cuisine. Le son du réfrigérateur qui s'ouvre puis se referme. Puis les pas au bas de l'escalier, montant lentement. La fatigue précise dans chaque marche de quelqu'un debout depuis avant le lever du soleil. Les pas atteignirent le palier, tournèrent vers la chambre, puis s'arrêtèrent. Il se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle se tenait dans le couloir. Et pendant un instant qui sembla contenir plusieurs vies entières, aucun d'eux ne bougea. Il remarqua d'abord la mèche blanche, juste au-dessus de son oreille gauche, exactement au même endroit que la sienne. Même largeur, même contraste éclatant contre les cheveux sombres. C'était génétique, indiscutable, impossible à confondre. Sa mère l'avait, lui aussi. Et maintenant, cette marque se trouvait là, dans le couloir de l'ancienne chambre de sa fille, sur le visage d'une jeune femme. Il ne savait pas. Et pourtant, il savait absolument. Puis il vit son visage. Et Carvey, qui dirigeait une entreprise de 800 millions de dollars, qui n'avait pas cédé en 5 années de deuil, qui s'était dit pendant le trajet qu'il ne s'agissait que d'une simple formalité, d'une décision rationnelle, d'un acte tourné vers l'avenir. Carvey s'effondra complètement. Il prononça son prénom. Rien d'autre. Seulement son prénom point. Zora point dans une voix qui n'appartenait ni à un PDG, ni à un milliardaire, ni à un homme en costume impeccable. Une voix qui appartenait à un père debout au bord d'une perte impossible depuis 5 ans, et qu'on venait de tirer brusquement en arrière sans le moindre avertissement. Zora ne bougea pas. Elle resta dans le couloir, en tenue de travail, son gilet orange sur un haut sombre, les cheveux attachés à l'exception de cette mèche blanche, et elle le regarda avec une expression qu'il ne parvenait pas à lire. Ce n'était pas l'expression qu'il avait imaginée 1000 fois dans le luxe dangereux de ses pensées. Ce n'était pas du soulagement. Ce n'était pas l'élan d'un enfant courant vers son père. C'était une expression prudente, attentive. Celle de quelqu'un qui avait appris que la confiance est une porte qu'on n'ouvre à personne tant qu'on n'est pas absolument certain de ce qui se trouve de l'autre côté. Elle avait 18 ans, et elle avait survécu seule. Et cette survie l'avait rendue prudente d'une manière qu'il ne comprenait pas encore, mais qu'il commençait à entrevoir. Le silence entre eux dura plus longtemps que n'importe quel silence ne devrait durer. Puis elle dit, doucement, sans drame. Je ne pensais pas que vous reviendriez dans cette maison. Il répondit. Comment? Un seul mot. Sa voix fonctionnait à peine. Elle dit. Je vais tout vous expliquer. Mais d'abord, j'ai besoin que vous répondiez à une question. Il attendit. Elle dit. J'ai besoin de savoir si vous saviez. Si vous saviez ce qui m'était arrivé, et que vous l'avez laissé arriver malgré tout. La question le frappa de tout son poids, et il comprit immédiatement ce qu'elle demandait. Et ce que cette réponse signifiait pour elle. Elle ne posait pas cette question comme une accusation. Elle la posait parce qu'elle avait vécu 5 ans sans savoir. Parce que la réponse déterminerait tout ce qui viendrait ensuite entre. S'il était quelqu'un de sûr. Si cette porte valait la peine d'être ouverte. Alors il lui dit la vérité. Et elle lui expliqua qu'on lui avait dit qu'elle était morte. Et elle lui parla des funérailles, du cercueil fermé, de cette douleur précise que l'on ressent lorsqu'on se tient devant une tombe portant le nom de sa fille, sans aucune raison de douter. Parce que ceux qui vous ont annoncé cette vérité étaient justement les personnes en qui vous aviez le plus confiance. Et elle lui parla aussi des 5 années qui suivirent. Pas pour se défendre. Pas pour chercher sa compassion. Simplement parce qu'elle lui avait demandé la vérité. Et qu'elle la méritait sans aucun embellissement. Elle écouta. Elle observait son visage pendant qu'il parlait. Et il comprit qu'elle était en train de le lire. Elle n'entendait pas seulement ces mots. Elle les mesurait. Elle les comparait à quelque chose. À cette question qu'elle portait en elle depuis si longtemps. Et elle comprit qu'elle cherchait à savoir qui il était lorsqu'il n'avait personne à impressionner. Quand il n'y avait plus de rôle à jouer. Quand il eut fini, elle resta silencieuse. Puis elle dit. Ma mère est morte il y a 3 mois, au Canada. Je ne savais pas où aller d'autre. Le mot « mère » traversa son cœur comme une lame. Et elle demanda des nouvelles de Célestine. Sa voix avait changé. Elle était plus douce maintenant. Elle portait quelque chose qu'il ne s'était jamais autorisé à porter avant. Parce que cela aurait signifié reconnaître certaines décisions qu'il avait prises, et leurs conséquences. Zora lui expliqua que Célestine était morte en octobre. Paisiblement. Dans une petite maison à l'extérieur de Toronto. Elle était malade depuis 2 ans, mais n'avait pas révélé à Zora à quel point son état était grave avant la fin. Alors il s'assit sur le sol. Pas sur le lit. Pas sur la chaise. Par terre. Parce que ses jambes avaient décidé qu'elle ne le porterait plus. Et que le sol était tout ce qui restait. Et elle resta là, en costume,
assis sur le sol de l'ancienne chambre de sa fille, sans jouer aucun rôle, sans rien masquer, et elle était simplement là. Avec cette vérité, Zora le regarda, son expression changea, pas exactement un adoucissement, plutôt une réévaluation, elle s'était peut-être attendue à autre chose, à une maîtrise parfaite de la situation, à une façade de calme, elle ne s'était pas attendue à le voir s'effondrer jusqu'au sol, alors elle vint s'asseoir en face de lui, pas près, pas encore, et la distance entre eux n'était pas de l'hostilité, c'était la prudence légitime de quelqu'un qui avait appris à survivre en mesurant soigneusement les distances, et elle n'essaya pas de la réduire, et elle ne chercha ni les mots, ni les explications, ni quoi que ce soit qui aurait pu rendre ce moment plus facile pour elle, et elle resta simplement assise, les mains ouvertes sur ses genoux, dans son costume coûteux, sur le sol de l'ancienne chambre de sa fille, sans rien dire, et elle ne contrôlait plus ce moment, et elle ne savait pas comment contrôler un moment comme celui d'Ashla, et cela se voyait sur son visage d'une manière qu'il n'aurait pas pu cacher. Même s'il l'avait voulu, elle le regardait. Ne pas essayer, puis elle tendit son poignet, le bracelet capta la lumière, et elle tendit la main vers lui sans même décider de le faire, et sa main bougea toute seule. Comme les mains bougent vers les choses qu'elles reconnaissent, et elle s'arrêta juste avant de le toucher, et elle leva les yeux vers elle, le était dans son regard. Il n'y avait pas les yeux d'un homme qui jouait le deuil. C'étaient les yeux d'un homme qui avait joué tous les autres rôles pendant 5 ans, et qui venait enfin de perdre la capacité de continuer, elle hocha la tête, alors il toucha le bracelet, ses mains s'en souvenaient avant même que son esprit ne les rattrape, le poids, et la température particulière du métal, et elle avait attaché ce bracelet autour d'un poignet si petit qu'il paraissait irréel. Dans une chambre d'hôpital, un matin, il y a 18 ans, quand tout semblait encore possible, avant les choix qui avait rétréci ce monde, et elle se souvint de la manière dont elle avait serré son doigt sans même ouvrir les yeux, et elle n'avait pas pleuré depuis 5 ans, et elle s'était trompée en pensant en avoir fini avec les larmes, ils restèrent longtemps assis ensemble sur le sol. Sans parler, dehors, la Nouvelle-Orléans poursuivait tranquillement son après-midi, quelque part dans la rue, une tondeuse à gazon, plus loin. De la musique, le monde, totalement indifférent au tremblement de terre intime qui se produisait. Dans cette seule pièce, finalement, il lui demanda de lui raconter ce qui s'était passé, elle lui en raconta une partie, elle lui expliqua que quelqu'un, dans sa propre maison, avait découvert un projet visant à lui faire du mal, que cette personne avait tout risqué pour la sauver, qu'elle avait été emmenée auprès de sa mère, au Canada, qu'elle avait vécu 5 ans dans une petite maison près de Toronto, allant à l'école sous un autre nom, apprenant à devenir quelqu'un que le monde ignorait. Totalement, elle ne lui dit pas qu'il avait sauvé, pas encore, elle décidait encore de ce qu'elle pouvait lui confier, et lui le comprit. À un certain niveau, elle n'insista pas à ce point, et elle lui posa une seule question, pas sur les détails, pas sur qui, pas sur pourquoi, une seule question, et elle lui demanda « De quoi as-tu besoin ?» Elle regarda le bracelet à son poignet, puis elle leva les yeux vers lui, cet homme qui n'avait été, pendant 5 ans, qu'une silhouette dans son imagination, une présence qu'elle avait observée de loin, un père qu'elle avait surveillé depuis l'autre côté des rues et des parkings, essayant de déterminer s'il valait le risque d'être retrouvé, puis elle dit j'ai besoin de savoir si vous choisirez la vérité quand elle éclatera, même si cela vous coûte tout. Il la regarda, puis il demanda « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle dit « Quand vous découvrirez qui m'a fait ça, quelque chose dans votre vie va se briser. Quelque chose que vous avez construit. J'ai besoin de savoir, avant que cela arrive, si vous êtes le genre d'homme qui fait ce qui est juste, même quand ce qui est juste coûte cher. » Il regarda sa fille, et elle regarda la mèche blanche dans ses cheveux, le bracelet à son poignet. Cette prudence attentive dans ses yeux qui n'existait pas lorsqu'elle avait 13 ans, et qu'il comprenait maintenant comme le prix de 5 années passées à survivre seule. Il dit « Dis-moi tout. » Et elle le fit. Elle commença par Miss Cléo Marble. Elle prononça ce nom doucement, sans emphase, et il ne le reconnut pas immédiatement. Puis il se souvint. Une femme âgée, petite, droite, aux cheveux blancs, portant cette dignité particulière propre aux personnes qui n'ont jamais eu grand-chose, mais qui n'ont jamais perdu leur fierté. Elle avait travaillé dans sa maison pendant 4 ans. Elle était arrivée par une agence. Silencieuse, compétente, présente de cette manière qu'ont les meilleurs employés de maison, fiable, presque invisible, accomplissant chaque jour le petit miracle de se présenter et de faire leur travail sans jamais réclamer la moindre reconnaissance. Il n'avait pas pensé à Miss Cléo Marble depuis 5 ans. Il pensait à elle maintenant. Zora lui expliqua ce qu'elle avait été avant de venir travailler chez eux. Une sage-femme. 31 années passées dans un hôpital de l'Est de la Nouvelle-Orléans, à mettre des bébés au monde, à sauver des vies, à porter en elle cette connaissance intime du corps humain que seuls possèdent ceux qui ont passé leur existence à travailler sur la frontière exacte entre la vie et la mort. Elle avait pris sa retraite de l'hôpital.
Puis elle était devenue employée de maison parce qu'elle avait besoin de travailler, parce qu'il y avait du travail, et parce qu'elle n'était pas le genre de femme à rester immobile. Zora lui raconta que Miss Cléo Marble avait découvert un complot visant à la tuer. Elle lui parla de la substance, de Lizette, qui avait trouvé le testament dans son dressing, qui avait fait les calculs, et qui avait pris une décision si froide que le cœur de Zora battait encore plus vite chaque fois qu'elle y pensait. Lizette avait remis cette substance à Miss Cléo Marble. Elle lui avait ordonné de la mettre dans la nourriture de Zora. Mais Miss Cléo Marble l'avait remplacée. Elle avait échangé ce poison contre quelque chose d'inoffensif. Elle n'avait rien dit, rien laissé paraître. Elle avait continué son travail comme si on ne lui avait demandé rien de plus extraordinaire que de nettoyer une cuisine. Puis elle avait commencé à préparer un plan. Zora lui expliqua comment Miss Cléo Marble avait utilisé ses connaissances de sage-femme retraitée pour simuler les signes de la mort chez une jeune fille. Une respiration ralentie, un pouls faible, des symptômes précis, convaincants. Assez convaincants pour satisfaire le médecin corrompu chargé de certifier ce que Z voulait voir certifié. Elle lui parla aussi d'un médecin retraité de l'ancien hôpital de Miss Cléo Marble, d'un appel téléphonique passé en secret, d'un accord conclu entre deux personnes âgées qui avaient consacré leur vie professionnelle à croire qu'aucune vie n'était trop insignifiante pour être sauvée. Elle lui raconta la nuit où il l'avait sortie de la morgue avant l'enterrement. Le silence terrifiant du trajet. Elle était à moitié consciente. Miss Cléo Marble lui tenait la main et lui répétait qu'elle allait survivre. Elle lui parla de l'aéroport, de Miss Cléo Marble glissant dans sa main une enveloppe contenant toutes ses économies. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'elle possédait. Elle lui avait dit que sa mère l'attendait, qu'elle serait en sécurité, et qu'elle ne devait pas revenir avant d'être assez grande pour se protéger elle-même. Puis Miss Cléo Marble était retournée chez lui. Elle avait préparé le petit déjeuner le lendemain matin. Elle avait servi à Z du café et des œufs, sans rien dire, comme si rien ne s'était passé. Elle avait assisté aux funérailles. Elle s'était tenue près de la tombe, aux côtés des autres employés de la maison. Elle avait pleuré publiquement la mort qu'elle avait secrètement empêchée. Puis elle avait continué à travailler dans cette maison pendant encore 2 ans, jusqu'à ce que sa santé décline, jusqu'à sa retraite. Puis elle était morte, sans jamais rien raconter, sans recevoir de remerciements, sans reconnaissance, sans qu'aucune personne sache qu'elle avait accompli l'un des gestes les plus extraordinaires qu'un être humain puisse faire pour un autre. Elle avait sauvé la vie d'un enfant au prix de tout. Et elle n'avait jamais rien demandé en retour. Carvey ne parla pas pendant longtemps. Quand Zora eut terminé, il regardait la fenêtre. La lumière d'octobre. La petite photographie d'une vieille femme aux cheveux blancs, assise sur un porche, avec cette expression qui ressemblait à la paix. Il murmura simplement. Miss Cléo Marble. Comme on prononce le nom de quelqu'un qui méritait davantage que ce que le monde lui a donné. Le silence qui suivit était différent de tous les autres. Puis il demanda. Qui lui a donné cette substance? Zora le regarda. Elle attendait cette question. Depuis qu'elle était montée cet escalier, elle l'observait. Elle le mesurait. Elle cherchait à savoir qui il était lorsque toute façade disparaissait. Elle l'avait vu s'asseoir sur le sol. Elle l'avait vu toucher le bracelet avec des mains qui se souvenaient. Elle l'avait vu écouter l'histoire de Miss Cléo Marble sans détourner le regard, sans fuir, sans chercher le moindre réconfort. Elle avait pris sa décision. Elle dit. C'était Z. Il n'explosa pas. Il ne nia pas. Il ne chercha pas à se réfugier dans les explications rassurantes. Tu te trompes sûrement. Il doit y avoir une autre explication. La femme avec qui je partage ma vie depuis 6 ans n'a pas pu me regarder dans les yeux chaque jour en sachant que ma fille était vivante. Non. Il resta simplement là avec cette vérité. Elle le regardait faire les calculs. Z trouvant le testament. Z voyant cette répartition de 95%. Z enceinte de Gordon. Z donnant à une vieille femme une substance destinée à tuer un enfant. Z lui tenant la main au cimetière devant un cercueil vide. Z partageant avec lui 6 années de dîner, de conversation, de nuit, de décisions professionnelles, d'éducation d'un fils. Tout cela construit sur une chose qu'elle avait faite, qu'elle n'avait jamais avouée, qu'elle n'aurait jamais avouée si ce matin-là n'était pas arrivé. Alors Carvey posa une seule question à Zora. Il demanda d'une voix basse, précise, presque calme, si elle en était certaine. Elle lui répéta ce que Miss Cléo Marble lui avait confié. Les détails exacts, ceux qui ne laissaient aucune place au doute. La substance, l'échange, la coordination avec le médecin, les mots précis que Lizette avait prononcés en donnant ses instructions à Miss Cléo Marble. Des détails impossibles à inventer. Des détails que seule une personne présente pouvait connaître. Il hocha la tête une seule fois. Puis son téléphone sonna.
Il baissa les yeux vers l'écran. Dal, son chef de projet. Il répondit, poussé par quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Dal dit, « Monsieur Thérault, j'essaie de vous joindre. Je voulais confirmer que l'équipe de démolition est bien programmée pour demain matin, à 6 heures. Madame Z a appelé ce matin. Elle a dit que vous vouliez avancer la date. Elle voulait que tout soit terminé avant la fin de la semaine. L'équipe est confirmée. Tout est prêt. Je voulais juste vérifier que vous souhaitez toujours procéder. » Carvé se figea complètement. Il regarda Zora. Elle avait entendu. Le téléphone était suffisamment proche. La maison suffisamment silencieuse. Et Dal parlait distinctement. Il regarda le visage de sa fille. Les 3 photographies sur le mur. Les 2 cuillères dans la tasse, posées sur le comptoir de la cuisine en bas. La veste bleue usée sur le dossier de la chaise. Le bracelet à son poignet. Il regarda cette maison. La maison où sa fille était revenue quand elle n'avait nulle part ailleurs où aller. La maison qu'elle avait choisie parmi tous les endroits possibles dans cette ville. La maison que l'on devait détruire à 6 heures du matin, sur ordre avancé par Z. Il dit, « Dal, la démolition est annulée. Définitivement. La propriété n'est plus à vendre. Le projet commercial n'aura pas lieu. Appelez les acheteurs. Appelez l'équipe. Annulez tout. » Un silence. Puis, « Oui, j'en suis certain. Oui, je comprends. Non, je n'ai pas besoin d'y réfléchir. Annulez tout. » Il raccrocha. Il regarda Zora. Elle l'observait avec cette expression prudente, attentive, en train de l'évaluer, de mesurer ce qu'elle venait de voir. Il remit lentement sa veste en place et dit, « J'ai besoin que tu restes ici aujourd'hui. Que tu restes dans cette maison pendant que je règle quelque chose. » Elle répondit immédiatement, « Je ne suis pas une enfant. Je viens avec toi. » Il la regarda longuement. Il voyait Célestine dans son visage. Il voyait sa propre mèche blanche dans ses cheveux. Il voyait 5 années de survie dans ses yeux. Cette force particulière qui ne vient pas du fait de n'avoir jamais été brisée, mais d'avoir été brisée, et d'avoir continué malgré tout. Il dit doucement, « Je sais que tu n'es plus une enfant, mais j'ai besoin d'un jour. Un seul jour pour être ton père avant que tout le reste change. Donne-moi aujourd'hui, et je te donnerai tout le reste. Toute la vérité, toute la justice, tout, mais donne-moi aujourd'hui. » Elle le fixa, puis elle se rassit sur le lit, dans son ancienne chambre, et elle dit simplement, « Un jour. » Il acquiesça. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Il se retourna une dernière fois. Il regarda la pièce. Les photographies sur le mur. Le bracelet au poignet de sa fille. La veste usée. Le carnet. Les petites traces d'une vie reconstruite, dans le seul endroit qu'elle avait pu appeler chez elle. Puis il dit, « Cette maison ne sera jamais touchée. Ni demain. Ni jamais. C'est ta maison. Ça l'a toujours été. » Il descendit. Avant de sortir par la porte d'entrée, il s'arrêta un instant dans la cuisine. Il regarda les 2 cuillères dans la tasse posée sur le comptoir. Il pensa à sa fille rentrant de son service de nettoyage avant l'aube, préparant seule un repas dans cette cuisine, dans cette maison, parce qu'elle n'avait nulle part ailleurs où aller, et que personne ne savait qu'elle était vivante. Il prit la tasse dans ses mains, la tint quelques secondes, puis la reposa exactement au même endroit. Il sortit rejoindre Jones, qui l'attendait avec la voiture. Z était dans la véranda lorsqu'il rentra. Elle était assise avec un magazine et une tasse de thé. Gordon se trouvait quelque part dans la maison, et la matinée paraissait parfaitement ordinaire. Comme les matinées paraissent ordinaires lorsque tout ce qu'elles contiennent est sur le point de s'effondrer. Elle leva les yeux lorsqu'il entra. Elle lut quelque chose sur son visage. Et il la regarda faire. Il observa ce léger réajustement derrière ses yeux. Cette vigilance particulière d'une personne qui a vécu longtemps dans la prudence et qui a appris à lire une pièce comme une nécessité de survie. Elle dit, « Tu es déjà rentré. Comment s'est passée la visite de la propriété ?» Il s'assit en face d'elle. Puis il dit, « Z, j'ai besoin que tu poses ce magazine. » Elle le posa. Elle le regarda avec un visage calme, attentif, parfaitement maîtrisé. Pendant longtemps, il avait aimé cette qualité chez elle. Son sang-froid, sa maîtrise d'elle-même. Aujourd'hui, il comprenait d'où elle venait, et ce qu'elle avait coûté. Il dit, « Zora est vivante. » La pièce devint silencieuse, d'un silence particulier, et il observa son visage. Il attendait une séquence. Et cette séquence arriva. D'abord, le choc, puis quelque chose qui ressemblait à la peur, mais plus froid, plus calculateur, puis le calcul lui-même. Visible, si l'on savait quoi regarder. Cette évaluation intérieure rapide d'une personne qui mesure simultanément les dégâts et ses options. Il l'avait regardé calculer pendant 6 ans. Il connaissait cette expression. Et la reconnaître,
à cet instant précis, en réponse à la nouvelle que sa fille était vivante. Lui apprit tout ce qu'il avait besoin de savoir, et effaça le moindre reste de doute. Il dit, « Je l'ai trouvée ce matin, dans la maison d'Ottabon Street. Elle y vit depuis 3 mois, depuis la mort de Célestine. » Zette ne dit rien. Il continua, « Elle m'a parlé de Miss Cléo Marble. » Toujours rien. Son sang-froid était remarquable. Il comprenait comment il avait pu tenir pendant 6 ans. Il ajouta, « Elle m'a parlé du testament, de la substance que tu as donnée à Miss Cléo Marble, de ce que tu lui as demandé d'en faire. » Zette le regarda avec ses yeux parfaitement maîtrisés, et lui soutint son regard sans détourner les siens. Finalement, quelque chose changea sur son visage. Ce n'était pas exactement un aveu, mais plutôt la reconnaissance que l'aveu n'était plus nécessaire. Il dit, « Tu étais enceinte de mon fils lorsque tu as décidé de tuer ma fille. » Le mot « tuer » resta suspendu dans la pièce. Elle répondit, « J'ai fait ce que je croyais nécessaire pour nous, pour Gordon, pour la vie que nous construisions. Ce testament aurait laissé notre fils sans rien. Tu avais une fille d'une autre femme qui allait hériter de tout ce que tu avais bâti. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Rester assise à regarder Gordon grandir sans rien pendant qu'elle recevait tout? » Il répondit, « Tu étais censé me parler. » Elle répliqua, « Tu n'aurais jamais changé le testament. » Il dit, « J'aurais veillé à ce que Gordon soit protégé. J'aurais été juste. Je l'aurais été. » Elle dit, « Tu l'aurais choisi. Tu l'aurais toujours choisi. Elle était la première. Ta vraie famille. Moi, j'ai toujours été la seconde. Gordon aussi. » Il la regarda. Pendant 6 ans, il avait cru comprendre cette femme. Il comprenait maintenant qu'il n'avait presque rien compris. Il dit, « Tu as avancé la date de la démolition. Ce matin, pendant que j'étais dans cette maison, quelque chose a traversé ton visage. Tu savais que j'y allais, et tu as voulu que cette maison disparaisse cette semaine. » Elle ne répondit pas. Il poursuivit, « Tu surveillais cette maison. Tu savais que quelqu'un y vivait, ou tu le soupçonnais, et tu voulais qu'elle disparaisse. » Elle prit sa tasse de thé avec des mains parfaitement stables. Il observa cette stabilité sous la pression, cette maîtrise devenue stratégie de survie. Il dit, « Je veux que tu quittes cette maison aujourd'hui. Je veux que ton avocat contacte le mien. Je veux régler cela sans que ma fille ait à revoir ton visage. » Elle posa la tasse. Elle essaya plusieurs approches. Elle était intelligente et elle le connaissait. Elle tenta tous les leviers dans l'ordre, leur histoire, ce qu'ils avaient construit ensemble, Gordon. Elle revenait toujours à Gordon, comme on revient à son argument le plus fort lorsque tous les autres échouent. Ce que cela ferait à leur fils. Ce que cela signifierait pour lui de grandir sans sa mère. Ce que Carvey était prêt à infliger à un enfant innocent de 6 ans pour une fille qui avait très bien survécu sans lui pendant 5 ans. Il écouta tout. Puis il dit, « Gordon est mon fils. Je l'élèverai. Il sera aimé. Il ira bien. Tu as perdu le droit de l'utiliser comme argument le jour où tu as remis cette substance à Miss Cléo Marble. » Elle dit, « Alors tu l'as choisie, elle, plutôt que tout ce que nous avons construit pendant 6 ans, plutôt que la mère de ton propre fils? » Il répondit, « Je choisis la vérité. J'ai toujours choisi la vérité. Tu comptais sur le fait que je ne la connaîtrais jamais. Maintenant, je la connais. » Elle partit. Il resta seul un moment dans la véranda après son départ. Le thé était encore sur la table. Le magazine aussi. Les preuves ordinaires d'un matin ordinaire dans une vie qui venait de s'achever. Gordon entra. Il avait 6 ans et traversait les pièces avec l'énergie totale des enfants de son âge, absorbé par une petite voiture bleue qu'il faisait rouler sur le bord du canapé. Il leva les yeux vers son père, vit son visage, et ralentit. Il s'approcha, posa sa petite main sur son bras avec cette simplicité directe des enfants qui n'ont pas encore appris à ne pas tendre la main vers les autres. Il demanda, « Tout va bien, papa ?» Carvey regarda son fils. Cet enfant qui n'avait rien fait de mal. L'innocent produit d'un calcul dont il ignorait tout. Un enfant qui ne méritait rien de ce qui allait arriver, mais qui méritait tout ce qu'un père pouvait lui offrir. Il répondit, « Les choses vont changer. Mais toi, tu iras bien. » Gordon demanda, « Maman va revenir ?» Carvey répondit, « Ta mère t'aime. Cela sera toujours vrai. Mais certaines choses vont être différentes maintenant, et j'ai besoin que tu me fasses confiance. Différent, ce n'est pas forcément mauvais. » Gordon réfléchit avec ce visage sérieux qu'il prenait quand il pensait profondément. Puis il demanda, « Est-ce qu'on est toujours une famille ?» Carvey pensa à Zora assise sur le lit de son ancienne chambre, en train d'attendre. Il pensa à Célestine dans cette petite maison au Canada, gardant un secret pendant 5 ans pour protéger sa fille. Il pensa à Miss Cléo Marble, debout près d'une tombe, pleurant une mort qu'elle avait empêchée, sans rien dire. Puis il répondit, «
Nous allons devenir une famille plus grande que tu ne l'imagines. Gordon ne comprit pas vraiment, mais il accepta cette réponse avec cette confiance absolue que les adultes passent des années à perdre. Puis il demanda, « Je peux avoir des céréales ?» Carvey éclata de rire. Un vrai rire. Incontrôlé. Inattendu. Un rire venu d'un endroit resté fermé pendant 5 ans. Gordon le regarda avec surprise, puis se mit à rire lui aussi, parce que le rire est contagieux chez les enfants de 6 ans, et qu'ils n'ont pas besoin d'en connaître la raison. Carvey se leva et prépara des céréales pour son fils. Il retourna à Ottabon Street en fin d'après-midi. Zora était assise sur les marches du porche lorsqu'il arriva. Elle se leva en voyant sa voiture. Il pouvait sentir qu'elle l'évaluait déjà à distance, observant sa démarche, son allure, essayant de comprendre ce qui s'était passé et quel genre d'homme avançait vers elle. Il sortit de la voiture et remonta l'allée. Elle demanda, « As-tu choisi la vérité ?» Il répondit, « Cela m'a coûté tout ce que j'avais. Et je le referai. » Elle le regarda longuement. Quelque chose changea alors sur son visage. Pas un effondrement. Pas une ouverture dramatique. Pas cette scène de cinéma où les gens se jettent dans les bras les uns des autres pendant qu'une musique émotive commence à jouer. Quelque chose de plus discret. De plus vrai. Une porte qui s'ouvre avec précaution sur un visage qui a appris à garder toutes ses portes fermées. Elle dit, « Cela fait 3 mois que je t'observe. Depuis l'autre côté de la rue. Depuis des parkings. Depuis des arrêts de bus. J'essayais de décider si tu valais le risque. » Il demanda doucement, « Et ?» Elle répondit, « Et tu t'es assis sur le sol. » Il ne comprit pas tout de suite. Puis il comprit. Lorsqu'il l'avait vu, il n'avait rien contrôlé. Il n'avait pas joué un rôle. Il n'avait pas offert la version de lui-même que le monde exigeait. Il s'était assis sur le sol de son ancienne chambre, complètement défait. Et elle l'avait vu. Et elle avait compris que c'était réel. Il s'assit à côté d'elle sur les marches, pas assez près pour être intrusif, assez près pour être présent. Il dit, « Je veux que tu me parles de Miss Cléo Marble. Je veux tout savoir. Son nom complet. Où elle vivait. Si elle avait une famille. Ce qu'elle t'a dit la nuit, où elle t'a sauvé. Je veux tout savoir d'elle. » Zora lui raconta. Son nom complet, Cléopus Adeline Marble. Toute sa vie dans le quartier TMA de la Nouvelle-Orléans, dans une maison qui appartenait déjà à sa mère avant elle. Une fille à bâton rouge. 2 petits-enfants dont elle gardait les photos sur sa cheminée. Elle lui raconta que, dans la voiture, sur la route de l'aéroport, Miss Cléo Marble lui avait tenu la main et n'avait dit que 2 choses. « Tu vas aller bien. » Puis, plus tard, à la porte d'embarquement, avant de repartir, « Ton père est un homme bon qui a fait un mauvais choix. Ce n'est pas la même chose qu'un mauvais homme. Souviens-t'en. » Carvey resta assis sur les marches avec sa fille à côté de lui, méditant ces mots. Un homme bon qui a fait un mauvais choix. Une vieille femme qui avait toutes les raisons d'être amère avait pourtant choisi de distinguer l'échec de la personne, et avait offert ce cadeau précieux à une enfant de 13 ans qui allait en avoir besoin pendant 5 ans. Il prit son téléphone. Il appela son avocat. Il appela un détective privé. Il appela le directeur de la fondation Zora Térode, créée 2 ans après les funérailles au nom de sa fille, qui finançait depuis 3 ans des programmes artistiques dans les écoles de la Nouvelle-Orléans et dont la mission allait désormais être profondément élargie. À chacun, il dit, « Je dois retrouver la famille d'une femme nommée Cléopus Adeline Marble. Elle vivait dans le quartier TMA. Elle est décédée. Elle a une fille à bâton rouge. Trouvez-les. Je vous expliquerai ensuite. » Il raccrocha et regarda Zora. Elle le regardait, faisant lentement tourner le bracelet autour de son poignet. Il dit, « Elle mérite qu'on se souvienne d'elle. Ce qu'elle a fait mérite d'être connu. Je vais m'assurer que sa famille comprenne ce qu'elle a sacrifié pour toi. Je vais m'assurer que son nom soit prononcé publiquement, clairement, et que ce qu'elle a fait soit honoré à la hauteur de son courage. » Zora resta silencieuse un moment. Puis elle murmura, « Elle aurait dit que ce n'était rien. Elle aurait dit qu'elle avait seulement fait ce qui était juste. » Il répondit, « C'est précisément pour cela que c'est tout. » Le soir descendit sur la Nouvelle-Orléans comme les soirs d'octobre savent le faire. Rapidement, chaleureusement, le ciel passant du bleu à l'or, puis à ce violet particulier que cette ville semble mieux porter que n'importe quelle autre. Ils restèrent assis ensemble sur les marches du porche. Il lui demanda de parler de sa mère. Elle parla doucement de Célestine, de la petite maison, des hivers canadiens auxquels elle ne s'était jamais habituée après la Nouvelle-Orléans, du jardin que Célestine entretenait même au Canada, cultivant les mêmes herbes qu'autrefois, comme si une partie d'elle était toujours restée chez elle, de la façon dont elle parlait constamment de la Nouvelle-Orléans, chaque plat qu'elle préparait, chaque histoire qu'elle racontait. Tout était enraciné dans cette ville, dans cette rue, dans la vie qu'on lui avait arrachée. Zora dit, elle n'était pas amère. J'ai longtemps cru qu'elle aurait dû l'être. Elle avait toutes les raisons de l'être. Mais elle ne l'était pas.
Parfois, tu lui manquais. Je le voyais, même quand elle ne le disait pas. Ce qui lui manquait, c'était la personne que tu étais avant. Il répondit doucement, « Je ne suis plus cet homme. » Elle dit, « Je sais. » Mais elle croyait que tu pouvais encore retrouver quelque chose qui s'en approche. Il dit, « Tu crois ça ?» Elle le regarda sur le porche, dans la lumière du soir. L'homme qui s'était assis par terre sur son sol, l'homme qui avait annulé la démolition, affronté le Z et traversé la ville en fin d'après-midi juste, pour venir s'asseoir à côté d'elle sur ses marches. Elle dit, « Je commence à le croire. » Il lui parla du testament. Il lui expliqua qu'il avait été rédigé quand elle était petite et qu'il ne l'avait jamais modifié. Parce que le modifier aurait signifié accepter qu'elle était morte, chose qu'il n'avait jamais réellement acceptée. Il lui dit qu'il était toujours valable. Il lui dit que peu importe la procédure juridique que le Z avait mise en mouvement, le testament restait le testament, et que sa fille était vivante, et tout ce qui avait toujours été à elle lui appartenait encore. Elle resta silencieuse un moment. Puis elle dit, « Je ne suis pas revenu à la Nouvelle-Orléans pour l'argent. » Il attendit. Elle poursuivit, « Je suis revenu parce que j'avais besoin de savoir si mon père était quelqu'un qui valait la peine de revenir voir. Pendant 3 mois, je vous ai regardé en essayant de répondre à cette question. Je vous ai vu aller au travail. Je vous ai vu aller à l'église. Je vous ai vu emmener Gordon au parc chaque samedi matin. Je vous ai vu déposer des fleurs sur une tombe portant mon nom à l'anniversaire de ma mort. » Il ne répondit rien. Elle dit, « J'avais besoin de voir qui vous étiez quand vous pensiez que personne ne vous regardait avant de décider si je vous laisserais me voir. » Il demanda, « Et qu'avez-vous décidé ?» Elle répondit, « J'ai réparé le verrou desserré de la barrière devant cette maison il y a quelques semaines. Je me suis dit que je faisais simplement de l'entretien. Mais je suis venu réparer ce verrou qui était cassé depuis mes 12 ans. Puis je suis revenu la semaine suivante arracher quelques mauvaises herbes le long de l'allée. » Il regarda la barrière. Le verrou. Il avait remarqué l'allée. Elle dit, « Je laissais des traces. Au cas où vous viendriez. Je crois qu'au fond, je voulais que vous me retrouviez. J'avais juste besoin que cela ressemble au destin pour ne pas avoir peur de ce que cela signifiait. » Il resta silencieux longtemps. Puis il dit, « Je suis heureux d'être revenu dans cette maison. » Elle répondit, « Moi aussi. » Ils rentrèrent quand la nuit tomba. Il prépara le dîner dans la cuisine de la maison qu'il était sur le point de démolir, avec ce qu'il y avait dans le réfrigérateur. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant. Elle s'assit sur le plan de travail comme elle le faisait quand elle était petite, et ils s'en souvint sans le dire à voix haute. Ils mangèrent à la table de la cuisine et parlèrent. Pas de Lzette, pas des procédures judiciaires qui arrivaient, pas des 5 années, du testament, de la fondation ou des structures pratiques de l'immense événement qui venait de se produire. Ils parlèrent de petites choses, de la Nouvelle-Orléans, de musique, d'un restaurant sur Magazine Street qui avait ouvert depuis son départ et qu'elle avait envie d'essayer, d'un livre posé sur son bureau qu'elle lisait, du fait qu'elle était apparemment excellente dans son travail de voirie et qu'on lui avait confié un secteur plus grand le mois précédent, ce qu'elle dit avec un humour sec qui lui rappela lui-même et lui fit ressentir quelque chose de trop immense pour être contenu dans un mot. Plus tard, quand la vaisselle fut terminée, elle resta dans l'encadrement de la porte de la cuisine et le regarda. Elle dit, « J'ai encore une question. » Il répondit, « Pose-la. » Elle demanda, « Gordon, votre fils, j'ai besoin de savoir comment vous allez gérer ça. Pas la partie juridique. La partie humaine. » Il fronça légèrement les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle répondit, « Il a 6 ans et rien de tout cela n'est sa faute. Je sais ce que sa mère a fait. J'ai eu 5 ans pour réfléchir à ce qu'elle a fait. Mais lui a 6 ans et il n'a pas choisi sa mère plus que moi je n'ai choisi la mienne. J'ai besoin de savoir que vous comprenez ça. » Il regarda sa fille et la maturité particulière d'un visage qui n'avait aucune raison d'être généreux mais qui avait choisi de l'être malgré tout. Il dit, « Je vais l'amener ici demain, si tu es d'accord. » Elle répondit, « Je suis d'accord. » Il dit, « Il pose énormément de questions. Il est infatigable avec ça. Il tient ça de moi. » Elle eut un léger sourire. « Je sais. Je l'ai observé au parc les samedis. » Il leva les yeux. « Tu observais Gordon. » Elle répondit, « J'observais mon père emmener son fils au parc chaque samedi matin, le pousser sur les balançoires, lui acheter un granité, s'asseoir sur un banc et le regarder jouer. Et je me disais, voilà le père que j'ai perdu. Voilà ce qu'on m'a volé. Mais je me disais aussi que ce petit garçon ne m'avait rien volé. C'était juste un enfant sur une balançoire. » Carver resta silencieux longtemps. Puis il dit, « Il va devenir ton frère. Peu importe ce que cela prendra comme forme, peu importe le rythme que tu choisiras, peu importe le temps qu'il faudra, il sera ton frère et tu seras sa sœur. Et je serai le père de vous deux. C'est ça la vérité maintenant. » Elle hocha la tête.
Elle lui souhaita bonne nuit et monta dans sa chambre. Il resta assis un moment dans le salon après qu'elle soit montée. Dans le silence de cette maison qu'il avait été sur le point de détruire. La maison où sa fille était revenue. Il resta là avec tout cela. Avec Miss Cléo Marble, Célestine, Lizette et 5 années de deuil qui avaient été réelles même si leur cause avait été fabriquée. Avec le cadeau étrange d'un matin qui avait commencé comme une décision professionnelle et était devenu le matin le plus important de sa vie. Il pensa à cette vieille femme revenant dans cette maison le lendemain après avoir sauvé un enfant, préparant du café dans cette cuisine, servant le petit déjeuner à la femme qui avait essayé de l'utiliser comme une arme, portant seul un secret pendant des années jusqu'à sa mort, faisant tout cela sans paiement, sans reconnaissance et sans savoir que quelqu'un finirait par honorer ce qu'elle avait fait. Il prononça son nom à voix haute dans la pièce vide. Cléopus Adeline Marble. Il le dit comme on prononce le nom de quelqu'un qui méritait davantage que ce que le monde lui avait donné et que le monde allait désormais connaître, qu'il soit prêt ou non. Gordon arriva l'après-midi suivant. Il entra dans la maison avec sa petite voiture bleue à la main et l'énergie particulière d'un enfant de 6 ans qui a passé 20 minutes en voiture et qui est impatient d'arriver quelque part. Il s'arrêta dans le salon et regarda autour de lui avec de grands yeux dans une maison où il n'était jamais venu. Puis il vit Zora. Elle se tenait au bas de l'escalier. Elle avait quitté ses vêtements de travail et portait une chemise bleue. Ses cheveux étaient détachés. La mèche blanche au-dessus de son oreille gauche était visible. Gordon la regarda. Puis il regarda son père. Puis Zora à nouveau. Il traversa la pièce et s'arrêta juste devant elle avec l'absence totale d'hésitation sociale qui n'appartient qu'aux enfants de 6 ans. Il leva les yeux vers sa mèche blanche puis pointa la tête de son père. « Tu as la même chose. » Zora répondit. « Oui. » « Pourquoi ?» Elle répondit. « Parce qu'on l'a reçu du même endroit. » Gordon réfléchit avec son air très sérieux. Puis il regarda encore son père, puis Zora, et traita l'information avec l'efficacité simple d'un enfant qui n'a pas encore appris à compliquer les choses. Il déclara. « Alors tu es ma sœur. » Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. La certitude simple et directe de quelqu'un qui avait regardé les preuves et tiré la seule conclusion possible. Zora regarda ce garçon, le fils de Lizette. L'enfant que sa mère portait lorsqu'elle avait organisé la mort de Zora. La preuve innocente et vivante de tout ce qui lui avait été volé et de tout ce qui avait été construit à la place. 6 ans. Les yeux de son père. Une petite voiture bleue dans la main. Elle le regarda longtemps. Puis elle dit. « Oui, je suis ta sœur. » Gordon hocha la tête. Il accepta cela avec la capacité absolue des enfants à accepter les choses entièrement et sans condition. Puis il demanda. « Tu veux voir ma voiture ? Elle va super vite sur les sols en bois. » Zora répondit. « Montre-moi. » Il se mit à genoux sur le parquet et lança la petite voiture bleue à travers la pièce, levant les yeux vers elle avec un émerveillement absolu quand elle alla loin. Et elle s'assit par terre à côté de lui dans cette maison qui avait failli être démolie, et elle regarda la voiture filer. Carver resta dans l'encadrement entre le salon et le couloir, regardant ses enfants jouer ensemble sur le sol. Une fille qui avait survécu seule pendant 5 ans et avait quand même choisi la générosité. Un fils né dans un mensonge, trop jeune et trop innocent pour être autre chose que totalement lui-même. La maison était remplie du bruit d'une petite voiture bleue sur le parquet, d'un garçon de 6 ans expliquant son aérodynamisme et d'une jeune femme posant des questions et écoutant sincèrement les réponses. Dehors, la Nouvelle-Orléans continuait d'être la Nouvelle-Orléans. Bruyante, vivante et indifférente à chaque miracle individuel. Plus bas dans la rue, quelqu'un jouait de la musique. Plus loin encore, un tramway. La ville respirait comme elle l'avait toujours fait et comme elle le ferait toujours, à son propre rythme, selon ses propres règles. Et à l'intérieur, dans une rue de la Nouvelle-Orléans, dans une maison restée fermée pendant 5 ans, presque démolie puis choisie comme foyer par une fille qui n'avait nulle part où aller, une famille commençait. Pas sans blessure. Pas sans le poids de ce qui avait été perdu, de ce qui avait été fait et de ce qui ne pourrait jamais être totalement réparé. Un père qui avait fait des choix avec lesquels il passerait des années à vivre. Une fille qui avait survécu à des choses qu'elle n'aurait jamais dû traverser. Un petit garçon qui grandirait et poserait un jour des questions exigeant des réponses honnêtes. Mais malgré tout, lentement, imparfaitement et réellement, cela commençait. Miss Cléo Marble avait rendu cela possible. Une vieille femme qui avait remplacé une substance, simulé une mort, conduit une petite fille jusqu'à un aéroport, glissé une enveloppe contenant ses économies dans ses mains, puis était retournée travailler le lendemain matin sans rien dire. Elle avait rendu cela possible sans jamais rien demander en retour. Et son nom était Cléopus Adeline Marble. Et sa fille à bâton rouge allait entendre ce nom prononcé avec tout le poids et tout l'honneur qu'il méritait.
et la fondation qui portait le mauvais nom depuis 3 ans allait être rebaptisée. Et quelque part dans cette ville, il existerait une trace permanente de ce qu'un être humain avait fait pour un autre simplement parce qu'elle ne pouvait pas agir autrement. Ce ne serait jamais suffisant. Ça ne pourrait jamais l'être. Mais c'était ce qui était possible. Et le possible était toujours l'endroit où l'on commence. Carver s'assit dans le salon de la maison où sa fille était revenue et regarda ses enfants jouer sur le sol. Pour la première fois depuis 5 ans, il était exactement là où il devait être. Certaines familles se construisent dans la lumière, sous les yeux de tous. D'autres se construisent dans l'obscurité, à travers la perte, le silence et la longue douleur d'avoir été séparés. Mais ce matin-là, avec Gordon à la porte et Zora juste derrière, la maison ne ressemblait plus à un endroit où quelque chose avait été enterré. Elle ressemblait à un endroit où quelque chose avait été rendu. Pas la vie qu'ils auraient dû avoir. La vie qu'ils avaient encore le temps de commencer.